Lors de mon dîner de remise de diplôme, entouré de ma famille dans le steakhouse le plus chic de la ville, grand-père Walter a levé sa coupe de champagne. Annelle, mon garçon, comment apprécies-tu le fonds d'éducation de 850 000 $ que j'ai créé pour toi? La pièce s'est figée. Je l'ai regardé, confus. Quel fonds, grand-père? La fourchette de ma tante Margaret est tombée sur son assiette. Le visage de maman s'est vidé de toutes couleurs. La main de papa tremblait autour de son verre de vin. Le sourire de grand-père a disparu. Le fonds en fiducie que j'ai créé à ta naissance. La banque dit qu'il a été régulièrement retiré. Le silence qui a suivi a semblé durer des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques secondes. Grand-père Walter a fouillé dans la poche de sa veste avec le mouvement délibéré d'un homme qui avait soigneusement planifié ce moment. Il en a sorti une épaisse enveloppe en papier craft et l'a posée sur la nappe blanche entre les verres de vin et les assiettes à pain. Il y a 22 ans, a-t-il commencé, sa voix stable, mais avec une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. À ta naissance, Annelle, j'ai créé un fonds en fiducie pour ton éducation. 850 000 $, destiné à te donner toutes les opportunités dans la vie. Les meilleures écoles, du tutorat, des programmes d'études à l'étranger, une école supérieure sans souci. Il a ouvert l'enveloppe et a étalé des relevés bancaires sur la table comme s'il distribuait des cartes dans un jeu où tout le monde avait déjà perdu. Ce sont les relevés de retrait. Commencé dès tes 18 ans. Son doigt a tracé des colonnes de chiffres qui m'ont fait tourner la tête. 50 000 ici, 75 000 là. Tout signé comme dépenses éducatives. J'avais l'impression de me noyer au milieu de ce restaurant chic. Mon esprit a repassé les 4 dernières années. Les quarts de nuit à l'entrepôt qui me laissaient trop épuisé pour étudier correctement. Le 2e emploi au café où je faisais mes devoirs entre 2 clients. Le 3e emploi de tuteur pour des lycéens le week-end, quand mes camarades de classe étaient à des fêtes. Les 120 000 $ de prêts étudiants qui me suivraient pendant les 20 prochaines années. Grand-père, je ne comprends pas, ai-je réussi à dire, ma voix se brisant. Je travaille 3 emplois depuis ma première année. J'ai des prêts étudiants qui me prendront des décennies à rembourser. J'ai vécu de nouilles ramen et de sandwichs au beurre de cacahuète. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des manuels la moitié du temps et devais les emprunter à la bibliothèque. Maman a commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues et ruinant son maquillage. Papa s'est raclé la gorge à plusieurs reprises, le visage rouge. Walter, il doit y avoir une erreur. La banque a probablement de mauvais dossiers ou quelque chose du genre. Les yeux de grand-père se sont plissés. Richard, je suis en affaires depuis 50 ans. Je ne fais pas d'erreur avec l'argent, et la First National Bank non plus. Il a sorti un autre document, surtout quand chaque retrait porte ta signature, et celle de Patricia, en tant que gardien de la fiducie. Mon estomac s'est retourné. J'ai regardé mes parents, vraiment regardé. Maman portait une robe de créateur que je n'avais jamais vue auparavant. Des boucles d'oreilles en diamant attrapant la lumière. La montre de papa était nouvelle aussi, une Rolex que je n'avais certainement pas vue à Noël. Quand avait-il eu ces choses? Comment les avait-il payées avec leur revenu supposé de classe moyenne? Vous saviez, ai-je dit, les mots sortant à peine au-dessus d'un murmure. Vous saviez tous les deux qu'il y avait de l'argent pour mon éducation, et vous m'avez laissé lutter. Vous m'avez vu rentrer épuisé tous les soirs. Vous m'avez vu stressé pour payer mon loyer. Vous m'avez écouté m'inquiéter de la façon dont j'allais payer mes manuels. Tante Margaret a pris la parole pour la première fois, sa voix aiguë. Patricia, cette robe que tu portais au gala de charité le mois dernier. Tu as dit que Richard avait eu une prime au travail, mais la quincaillerie a des difficultés, n'est-ce pas? Oncle Thomas, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a posé son scotch. Que se passe-t-il vraiment ici? Grand-père a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon profil LinkedIn, montrant tous mes emplois, mon diplôme avec mention malgré mon travail à temps plein, les recommandations de professeurs louant mon dévouement malgré mes circonstances difficiles. J'ai engagé quelqu'un pour enquêter après avoir vu ça, a dit grand-père. Un détective privé, parce que je ne comprenais pas pourquoi mon petit-fils se tuait au travail alors que je m'étais assuré qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter des frais d'éducation. Papa s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Tu as engagé quelqu'un pour nous espionner? Ta propre famille. Assieds-toi, Richard, a ordonné grand-père. Et, étonnamment, papa l'a fait.
L'enquêteur a trouvé des choses très intéressantes. Comme le fait que ta quincaillerie n'a pas fait de profit depuis 5 ans. Comme le fait que tu fais des voyages à Atlantic City tous les week-ends. Comme le fait qu'il y a une partie de poker flottante dans l'arrière-salle de ce qui devrait être l'entrepôt de ton magasin. Les mots ont frappé comme des coups physiques. J'ai senti Claire, ma petite amie, qui venait d'arriver pour le dessert, prendre ma main sous la table. Elle était en fac de droit et je pouvais la voir traiter tout cela avec son esprit juridique aiguisé. « Vous avez joué avec mon fonds d'éducation » ai-je demandé. Ma voix plus forte maintenant, la colère commençant à remplacer le choc. Le visage de papa s'est effondré. Ce n'était pas censé être comme ça. C'était juste quelques mains au début. J'allais doubler l'argent, le rendre encore meilleur pour toi. Quelques mains. Grand-père a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Richard, mon enquêteur dit que tu diriges une opération de jeu illégal depuis 5 ans. La quincaillerie n'est qu'une façade. Tu as utilisé l'avenir de ton fils comme ta banque. Les autres convives commençaient à nous regarder. Notre drame familial devenait le dîner-spectacle de tout le restaurant. Emma, ma sœur de 16 ans, a regardé nos parents avec de grands yeux effrayés. Maman, papa, que se passe-t-il? J'ai pensé à toutes les fois où Emma avait eu de nouvelles choses alors que je me contentais de seconde main. Les tuteurs privés qu'elle avait alors que je luttais seul. La promesse d'une voiture pour son 17e anniversaire alors que je prenais encore le bus. Tout cela avait un sens maintenant. Combien? Ai-je demandé, ma voix plate. Combien de mes 850 000 $ avez-vous volé? Le mot est resté en suspens dans l'air comme une lame. Voler. C'est ce que c'était. Pas d'emprunt, pas d'erreur, pas d'incompréhension. Un vol de la part de leur propre fils. Maman a finalement parlé. Sa voix à peine audible. Nous allions le rembourser. Chaque centime. Richard avait un système. Il a dit qu'il ne pouvait pas perdre. Tous les joueurs disent ça, Patricia, a dit froidement tante Margaret. Combien reste-t-il? Rien, a admis papa. Et le mot m'a frappé comme un coup physique. Tout est parti. Le mot « rien » a résonné dans ma tête comme une cloche qui ne voulait pas s'arrêter de sonner. 850 000 $ partis, évaporés en jetons de poker et en mauvais paris pendant que je dormais 3 heures par nuit à essayer de suivre le travail et les études. Tante Margaret s'est levée, ses bijoux attrapant la lumière alors qu'elle bougeait. Je savais que quelque chose n'allait pas. Patricia, quand tu es arrivée au country club avec ce nouveau sac Hermès, prétendant que les affaires de Richard allaient bien, je me suis demandé. Quand tu as inscrit Emma dans cette école privée à 30 000 $ par an alors qu'elle travaillait dans un entrepôt, je me suis demandé encore plus. Vous ne comprenez pas, a dit maman, son mascara coulant en ruisseau noir. Nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. Jusqu'où vouliez-vous que ça aille, ai-je demandé. Quand vous avez pris les premiers 1000, les premiers 10 000? Quand vous m'avez vu sauter des repas pour économiser de l'argent? Emma pleurait maintenant aussi. Mais c'était des larmes différentes de celles de maman. Cet argent que vous avez dépensé pour moi, a-t-elle dit lentement. Mon école privée, mes tuteurs, mes cours de danse. C'était tout l'argent d'Annelle. Papa a essayé de l'atteindre, mais elle s'est écartée. Ma chérie, nous subvenions aux besoins de notre famille. En volant votre fils, a tonné la voix de grand-père à travers le restaurant. Plusieurs serveurs avaient arrêté ce qu'ils faisaient, figés sur place par le drame qui se déroulait. Oncle Thomas, qui avait été procureur de l'État pendant 15 ans, était resté inhabituellement silencieux. Maintenant, il parlait avec la précision prudente de quelqu'un qui avait vu trop de crimes familiaux. Richard, Patricia, ce que vous décrivez n'est pas seulement un drame familial. C'est une fraude criminelle, un détournement de fonds. En tant que gardien de cette fiducie, vous aviez un devoir fiduciaire. Ne me parle pas de devoir, a claqué papa. Où était le devoir familial quand père a fait fortune et l'a fait peser sur tout le monde? Où était le devoir quand il nous a tous fait danser pour son approbation? Alors tu as volé ton fils par dépit, ai-je demandé, me levant maintenant. Claire s'est levée avec moi, sa main toujours dans la mienne, stable et solidaire. Nous l'avons emprunté, a insisté maman. Richard avait des opportunités d'investissement. Le jeu n'est pas un investissement, maman. Les mots ont explosé hors de moi. J'ai mangé du beurre de cacahuète pour le dîner pendant 3 ans d'affilée.
J'ai porté la même paire de chaussures jusqu'à ce qu'elle tombe littéralement en morceaux. J'ai manqué des voyages de vacances de printemps, des programmes d'études à l'étranger, des stages que je ne pouvais pas me permettre de prendre parce qu'ils n'étaient pas rémunérés. Tante Jennifer, la sœur de papa, a essayé de jouer les médiatrices. Peut-être que nous devrions en discuter quelque part en privé. Non, ai-je dit fermement. Ils ont eu 4 ans pour en discuter en privé avec moi. 4 ans pour se confesser. Au lieu de ça, ils m'ont vu lutter chaque jour et n'ont rien dit. Emma a sorti quelque chose de son sac à main, ses mains tremblantes. J'ai trouvé ça la semaine dernière, a-t-elle dit, étalant des reçus de casino et des bulletins de paris sur la table. Ils étaient dans le bureau de papa à la maison. Je cherchais du papier pour imprimante et j'ai trouvé toute une boîte. J'en ai pris un. La date était d'il y a 7 ans, 3 ans avant qu'il n'ait touché au fonds d'éducation. Vous jouiez avant de me voler, ai-je dit, la prise de conscience me frappant durement. Vous aviez un problème. Et quand votre propre argent s'est épuisé, vous vous êtes tourné vers le mien. Le visage de papa est devenu blanc. Emma, tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. Comme tu n'avais pas le droit de fouiller dans l'avenir d'Annelle, a-t-elle rétorqué. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole de sa voix claire et professionnelle. Mais Madame Mitchell, en tant qu'étudiante en droit, je dois vous informer que ce que vous avez admis constitue de multiples crimes. Le montant en jeu en fait un crime fédéral. Vous nous menacez, a demandé maman. Je constate des faits, a répondu calmement Claire. Des faits que tout procureur trouverait très intéressants. Grand-père a sorti d'autres papiers. Ce sont les rapports d'expertise comptable. 850 000 $ retirés sur 4 ans. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas, Richard? Le silence de papa était une réponse suffisante. L'enquêteur a trouvé des paiements intéressants, a poursuivi grand-père. Des virements réguliers à un certain Derek à la banque. Le cousin de Patricia, je crois. Maman a halté, sa main volant à sa bouche. Vous avez soudoyé un employé de banque, a demandé oncle Thomas, son instinct de procureur pleinement engagé maintenant. Pour faire quoi? Falsifier des documents? Le directeur du restaurant s'est approché de notre table nerveusement. Excusez-moi, mais je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de partir. Vous dérangez les autres clients. Grand-père s'est levé, sortant son portefeuille. Nous allons poursuivre cette conversation ailleurs. L'addition, s'il vous plaît. Où est exactement passé mon argent? Ai-je exigé, pas prêt à laisser tomber. Je veux un compte rendu complet. Chaque dollar. Papa a regardé maman. Une communication silencieuse s'est établie entre eux. Les dettes de jeu s'élevaient à environ 400 000, a finalement admis papa. Le reste a servi à maintenir notre style de vie. Votre style de vie, ai-je corrigé. Pendant que je choisissais entre les manuels et la nourriture. Et payer des recs, a ajouté maman doucement. Il voulait un pourcentage pour se taire sur les irrégularités. Combien, a demandé grand-père. 50 000 jusqu'à présent. Il en veut plus. Claire tapait des notes sur son téléphone, documentant tout. C'est une conspiration, du blanchiment d'argent, de la corruption, de la fraude. Vous risquez 15 à 20 ans si vous êtes poursuivi. Emma s'est levée soudainement. Je ne peux pas respirer. J'ai besoin d'air. Elle a couru vers la sortie et je l'ai suivie, la trouvant en sanglots sur un banc à l'extérieur. Toute ma vie est un mensonge, a-t-elle dit entre deux sanglots. Tout ce qu'ils m'ont donné a été volé à toi. Je me suis assis à côté d'elle. Ma colère contre nos parents ne s'étendait pas à elle. Tu ne savais pas, mais j'en ai profité. J'ai tout eu alors que tu n'as rien eu. Je suis tellement désolé, Annelle. Tu as 16 ans. Ce n'est pas de ta faute. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Qu'est-ce qui va nous arriver? Avant que je ne puisse répondre, le reste de la famille est sorti. Papa était au téléphone, le visage pâle et effrayé. Je comprends, disait-il. Oui, ce soir, je l'aurai. Il a raccroché et a regardé grand-père. Nous avons un problème. Un plus gros problème. Plus gros que de voler 850 000 $ à votre fils? A demandé sarcastiquement grand-père. Les gens à qui je dois de l'argent. Ce ne sont pas des hommes patients. Ils veulent 200 000 $ avant minuit ou les choses vont mal tourner. Tu dois de l'argent à des criminels aussi?
ai-je demandé, incrédule. En plus de tout le reste. Victor Torino, a dit papa, et oncle Thomas Seredi. Le Victor Torino, celui qui dirige la moitié du jeu illégal sur la côte est? Papa a hoché la tête misérablement. Je me suis trop endetté. J'ai utilisé la maison comme garantie sans le dire à Patricia. Le cri de maman a probablement été entendu à 3 pâtés de maison. Tu as mis notre maison en jeu. Où sommes-nous censés vivre? Il n'y aura pas de maison à s'inquiéter si Victor n'a pas son argent, a dit papa. J'ai regardé cet homme qui était censé être mon père, qui était censé me protéger et subvenir à mes besoins, et je n'ai ressenti que du dégoût. Alors, tu as volé tout mon avenir et ce n'était toujours pas assez. Je vais arranger ça, a dit papa désespérément. J'ai juste besoin de temps. Tu as eu 4 ans, ai-je dit. Le temps est écoulé. De retour à l'intérieur du restaurant, dans une salle à manger privée que le directeur nous avait rapidement arrangée, toute l'étendue de la trahison de mes parents a commencé à se dévoiler comme une carte de la dévastation. Grand-père a exigé qu'il rende compte de chaque dollar. Et ce qui en est ressorti était pire que ce que nous avions tous imaginé. 400 000 pour des dettes de jeu, a admis papa, la voix creuse. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les jeux auxquels je participais n'étaient pas seulement des soirées de poker amicales. Ils étaient dirigés par des gens sérieux. Quand tu perds, tu paies. Ou ils te font payer d'autres manières. Quelles autres manières? A demandé oncle Thomas, bien que d'après son expression, il le savait déjà. Ils te font organiser des jeux toi-même, amener de nouveaux joueurs, de l'argent frais. Les mains de papa tremblaient en parlant. La quincaillerie est devenue une façade. Chaque week-end, il y a une partie dans l'entrepôt arrière. Je reçois un pourcentage, mais la plupart sert à rembourser ce que je dois. Tu as transformé notre entreprise familiale en une entreprise criminelle. La voix de grand-père était mortellement silencieuse, ce qui était en quelque sorte pire que quand il criait. C'était ça ou tout perdre, a dit papa. Tu as tout perdu, ai-je crié. Tu as perdu ma confiance, mon respect, mon avenir. Maman est intervenue, essayant de défendre l'indéfendable. Nous avons utilisé 300 000 pour maintenir les apparences. Les paiements de la maison, les voitures, l'école d'Emma, l'adhésion au country club. Nous ne pouvions pas laisser les gens savoir que nous avions des difficultés. Alors tu préfères voler ton fils plutôt que d'admettre que tu vivais au-dessus de tes moyens? A demandé tante Margaret. Et les 150 000 autres? A insisté grand-père. Maman et papa ont échangé un autre regard. Derek, mon cousin à la banque. Il a découvert les divergences dans les retraits du fonds en fiducie. Il a menacé de le signaler à moins que nous ne le payions. Il vous a fait chanter? A demandé Claire, son esprit juridique travaillant déjà sur les implications. 25 000 tous les quelques mois, a admis maman. Il dit que si nous arrêtons de payer, il signalera non seulement la fraude, mais fera en sorte qu'il semble que nous ayons falsifié encore plus de documents. Il a des copies de tout, a ajouté papa. Carte de signature, bordereau de retrait, même des enregistrements d'appels téléphoniques où nous avons discuté de l'accès au fonds. Oncle Thomas avait pris des notes sur une serviette, et maintenant il a posé son stylo avec un lourd soupir. Ce n'est plus seulement de la fraude. C'est une conspiration fédérale impliquant la fraude bancaire, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, l'extorsion, la gestion d'opérations de jeux illégales, et Dieu sait quoi d'autre. Le FBI s'en donnerait à cœur joie. Vous ne pouvez pas nous dénoncer, appelez des mamans. Nous sommes une famille. Famille, ai-je ri amèrement. La famille ne vole pas 850 000 $ à son propre fils. La famille ne regarde pas son enfant s'épuiser au travail tout en dépensant son argent en vêtements de marque en adhésion à des country clubs. Emma était restée silencieuse depuis que nous étions revenus à l'intérieur, mais maintenant elle a pris la parole. Il y a plus. Parlez-leur de l'homme qui est venu à la maison la semaine dernière. Le visage de papa est devenu encore plus pâle. Si c'était possible. Quel homme? A exigé grand-père. Un des collecteurs de Victor, a dit Emma. Il est venu quand maman et papa n'étaient pas à la maison. Il a dit de leur dire qu'ils avaient une semaine pour payer ou que les choses s'envenimeraient. Il connaissait mon nom, mon école, mon emploi du temps. Ils ont menacé votre fille. Et vous êtes toujours assis là à faire comme si c'était gérable, ai-je demandé, incrédule. Nous gérons ça, a insisté papa.
En volant plus d'argent. À qui cette fois? Le fonds d'études d'Emma? Oh, attendez. Vous n'en avez probablement jamais créé un pour elle non plus. Prévoyant de voler ce que grand-père pourrait lui donner aussi? Le visage d'Emma s'est effondré alors qu'elle réalisait la vérité dans mes paroles. Claire s'est levée, sortant son téléphone. Nous devons appeler la police maintenant. C'est au-delà du drame familial. Il y a des menaces actives contre des mineurs. Non, a pratiquement crié papa. Victor a des relations partout. La police, les juges, les procureurs. Vous les appelez et nous sommes morts avant le matin. Alors quel est exactement votre plan, ai-je exigé. Parce que de là où je suis, vous avez tout détruit et vous n'avez aucun moyen de le réparer. Grand-père était resté de plus en plus silencieux, réfléchissant. Et maintenant, il parlait avec autorité. Premièrement, nous mettons Emma en sécurité. Elle reste avec moi ce soir. Deuxièmement, nous nous occupons de cette situation avec Victor. Troisièmement, nous abordons les accusations criminelles. Comment nous occupons-nous de Victor? A demandé papa désespérément. Je n'ai pas 200 000 $. Non, vous aviez 850 000 $ d'Annelle et vous les avez tous dilapidés, lui a rappelé froidement grand-père. Mais Victor ne sait pas que la fiducie est vide, n'est-ce pas? Un regard calculateur a traversé le visage de papa. Non, il ne le sait pas, n'y pense même pas, ai-je dit. Vous n'utiliserez pas mon nom ou ma connexion avec grand-père pour vous en sortir. Mais si nous pouvions le convaincre que tu es prêt à payer, a commencé papa. Absolument pas, je me suis levé, prêt à partir. Vous m'avez tout pris. Vous ne prendrez pas aussi mon intégrité. Oncle Thomas s'est raclé la gorge. En fait, Annelle, il pourrait y avoir un moyen d'utiliser cette situation à l'avantage de tout le monde. Si nous pouvions enregistrer Victor en train d'admettre le jeu illégal, l'extorsion, les menaces, nous aurions assez pour le mettre en prison. Vous voulez m'utiliser comme appât? Je veux utiliser leur désespoir comme une opportunité, a corrigé Thomas. Pensez-y. Vous êtes le seul ici à avoir les mains propres. Vous ne saviez pas pour l'argent. Vous êtes la victime. Si vous approchiez Victor en prétendant que vous venez de découvrir un héritage et que vous vouliez aider votre famille malgré tout, il le croirait. C'est insensé, a dit Claire. Vous lui demandez de rencontrer un criminel dangereux. Avec un soutien policier complet, a dit Thomas. J'ai des relations avec une force spéciale fédérale qui essaie de coincer Victor depuis des années. Ce pourrait être leur porte d'entrée. J'ai regardé autour de la table ma famille fracturée. Mes parents qui m'avaient trahi. Ma sœur qui avait profité sans le savoir de leur vol. Mon grand-père dont le don avait été dilapidé. Mes tantes et oncles déchirés entre la loyauté et la justice. Il y a autre chose, ai-je dit lentement, un souvenir refaisant surface. Le mois dernier, quand j'étais à la maison à la recherche de mon certificat de naissance pour une candidature à un emploi, j'ai vu l'ordinateur portable de papa ouvert. Il y avait un programme d'enregistrement en cours. Papa, as-tu enregistré tes conversations? L'expression coupable de papa m'a tout dit. Tu as enregistré Victor, a demandé oncle Thomas, se penchant en avant avec intérêt. Au cas où, a marmonné papa. Au cas où les choses tourneraient mal. Où sont ces enregistrements? Stockage en nuage. Compte caché. Thomas a immédiatement sorti son téléphone. Nous avons besoin de ces enregistrements maintenant. S'ils contiennent ce que je pense, nous pourrions avoir assez pour faire tomber toute son opération sans mettre Annelle en danger. Mais avant que papa ne puisse fournir les informations du compte, son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Victor. La main de papa a tremblé en répondant, le mettant sur haut-parleur sur le geste de Thomas. Richard. La voix douce de Victor a rempli la pièce. J'entends que vous dînez en famille au Chelaran. C'est gentil. J'espère que vous discutez de mon argent. Victor. Je t'ai dit à minuit. Les plans changent. Tu vois, un de mes associés à la banque me dit qu'il y a eu quelques demandes intéressantes à propos d'un certain fonds en fiducie. Il semble qu'il soit plus vide que les promesses d'un politicien, ce qui me fait me demander comment tu comptes me payer. Nous nous sommes tous figés. Derek nous avait vendus aux deux camps. Cependant, a poursuivi Victor, je comprends que votre garçon vient d'obtenir son diplôme. Un gamin intelligent d'après ce que j'entends. Travail dur. Je respecte ça.
Alors, voici ma nouvelle offre. Le garçon vient travailler pour moi. Son potentiel de gain contre votre dette. On appellera ça un stage. Le sang a quitté mon visage. Il voulait que je travaille pour rembourser la dette de mes parents dans son organisation criminelle. Ça n'arrivera pas, ai-je dit assez fort pour qu'il m'entende. Ah, le diplômé lui-même. Annelle, n'est-ce pas? Tes parents m'ont tellement parlé de toi. Enfin, pas directement, mais les gens parlent quand ils doivent de l'argent. Voilà le truc, mon fils. La dette de tes parents est maintenant ton problème. Les dettes de famille sont des problèmes de famille dans mon monde. Je ne suis pas ton fils, et je ne rejoins pas ton monde. Victor Harry. Des paroles courageuses pour quelqu'un dont la petite sœur va à Preston Prep. Joli campus. Très ouvert. Pas beaucoup de sécurité. Emma a attrapé ma main, terrifiée. Ne t'approche pas d'elle, ai-je grogné. Alors discutons d'alternatives. Dans 1 heure, quartier des entrepôts, bâtiment 47. Viens seul ou ne viens pas du tout. Et si tu ne viens pas, eh bien, je devrais recouvrer le paiement d'une autre manière. La ligne est devenue silencieuse. On appelle le FBI tout de suite, a dit oncle Thomas, composant déjà. Non, a dit papa. Il nous tuera tous. Il vous tuera de toute façon s'il n'est pas payé, a rétorqué Thomas. C'est notre seule chance. Alors que la famille éclatait en dispute sur ce qu'il fallait faire, j'ai pris une décision. J'ai regardé Claire, puis Emma, puis grand-père. J'irai, ai-je dit doucement. La pièce a explosé de protestations, mais j'ai levé la main. Mais j'y vais à mes conditions. Oncle Thomas, passe tes appels. Prépare ta force spéciale. Papa, donne-moi ces enregistrements maintenant. Et grand-père, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, a-t-il dit immédiatement. J'ai besoin que tu t'assures que peu importe ce qui se passe ce soir, Emma est en sécurité et prise en charge. Elle est innocente dans tout ça. Grand-père a hoché la tête solennellement. Tu as ma parole. Je me suis tourné vers mes parents. C'est moi qui nettoie votre gâchis une dernière fois. Après ce soir, nous avons terminé. Vous êtes des étrangers pour moi. Maman a sangloté, mais je n'ai rien ressenti. Ils avaient volé plus que de l'argent. Ils avaient volé ma capacité à faire confiance, à me sentir en sécurité, à croire en la famille. Mais ce soir, je reprenais le contrôle. Alors que nous nous préparions à quitter le restaurant, le téléphone de papa a vibré avec un SMS. Son visage est devenu blanc en le lisant, et ses mains ont commencé à trembler si fort qu'il a failli laisser tomber l'appareil. Ils sont là, a-t-il chuchoté. Les hommes de Victor dans le parking. Oncle Thomas est immédiatement passé en mode procureur, sa voix autoritaire. Personne ne sort par l'entrée principale. Y a-t-il une autre sortie? Le directeur du restaurant, qui planait nerveusement, a hoché la tête. La cuisine a une sortie de livraison vers la ruelle. Nous ne pouvons pas tous nous enfuir, a dit fermement grand-père. Ça ne fera qu'empirer les choses. Un autre SMS est arrivé. Papa l'a lu à voix haute. 20 200 000 où la maison brûle ce soir, avec ou sans personne à l'intérieur. Il escalade, a dit Claire. Sa formation en droit se manifestant. C'est une conspiration en vue de commettre un incendie criminel, des menaces terroristes. C'est Victor qui montre qu'il est sérieux, a corrigé papa. Et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas l'embarras d'être pris ou la honte de l'exposition, mais une terreur sincère. Maman a soudainement halté. Les documents de la maison. Richard, dis-moi que tu n'as pas, papa n'a pas pu la regarder dans les yeux. Tu as mis la maison en garantie sans me le dire. La voix de maman s'est élevée en un cri. C'est de la fraude. Je suis aussi sur cet acte. J'ai falsifié ta signature, a admis papa. J'étais désespéré. Les coups n'arrêtaient pas de tomber. Chaque confession révélait une nouvelle couche de criminalité, une autre trahison. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Vous avez volé tout mon fonds d'études, soudoyé un fonctionnaire de banque, dirigé des opérations de jeu illégales, mis notre maison familiale en garantie à un mafieux, falsifié la signature de maman sur des documents légaux, et maintenant nous avons des criminels armés dans le parking. Ai-je manqué quelque chose? N'oublie pas les enregistrements,
a dit doucement Emma. Papa a des enregistrements de tout. C'est alors que tante Margaret s'est levée, lissant sa robe avec un calme étudié. Je pense qu'il est temps que je passe un coup de fil. Margaret, ce n'est pas le moment pour tes relations mondaines, a claqué maman. Margaret a souri. Mais ce n'était pas une expression agréable. Patricia, tu m'as toujours sous-estimé. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro de mémoire. C'est l'agent Margaret Willis. Code d'autorisation 7 Alpha 9. J'ai besoin d'une équipe d'intervention immédiate au restaurant CHZ Laurent. Nous avons une situation impliquant l'organisation Torino. La pièce est devenue silencieuse. Agent ? A balbutié papa. Margaret a raccroché et a fait face à la famille. FBI. Je suis sous couverture depuis 6 mois pour enquêter sur l'organisation de Victor. L'adhésion au country club, les galas de charité. Tout cela était une couverture pour me rapprocher des épouses et des petites amies de ses associés. Tu es une fédérale ? A demandé maman, incrédule. Depuis 15 ans. La routine de la femme de la haute société n'était que ça, une routine. Elle s'est tournée vers moi. Annelle, je suis désolé que tu aies été pris là-dedans. Ton dîner de remise de diplôme était censé être une célébration, pas une opération d'infiltration. Attends, a dit lentement grand-père. Tu savais pour l'argent manquant ? Je le soupçonnais. Quand Richard a commencé à apparaître aux mêmes événements que les financiers de Victor, quand Patricia a soudainement eu des goûts de luxe que leurs revenus supposés ne pouvaient pas supporter, j'ai commencé à enquêter. J'ai contacté Walter la semaine dernière avec mes soupçons, c'est pourquoi il a apporté les relevés bancaires ce soir. Vous nous avez piégés, a accusé papa. Vous vous êtes piégé vous-même en volant votre fils, a rétorqué Margaret. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des témoins et de la documentation. Claire a attrapé mon bras. Annelle, ça change tout. Avec une agente du FBI impliquée, tu n'as pas à rencontrer Victor. En fait, si, a dit Margaret. Mais pas seul et pas sans protection. C'est l'occasion que nous attendions. Victor n'est jamais aussi exposé, jamais aussi désespéré. Il fait des erreurs. Un autre SMS est arrivé, cette fois avec une photo. Il montrait notre maison depuis la rue avec un bidon d'essence rouge visible au premier plan. Le message disait, 1 heure, tic-tac. Emma a recommencé à pleurer, et même moi j'ai senti ma résolution vaciller. C'était au-delà du drame familial maintenant. C'était une question de vie ou de mort. Voici ce qui va se passer, a dit Margaret, prenant les choses en main. Annelle, tu vas porter un micro. Tu iras à la réunion, mais mon équipe sera positionnée autour de l'entrepôt. Dès que nous aurons assez de preuves ou s'il y a un danger, nous interviendrons. Et la maison, a demandé maman. Nous avons des agents qui se déplacent pour la sécuriser maintenant, l'a assuré Margaret. L'équipe de Victor là-bas est sur le point de passer une très mauvaise nuit. Oncle Thomas était au téléphone. Et maintenant il a levé les yeux. J'ai été en contact avec le bureau du procureur fédéral. Ils montent un dossier RICO contre Victor depuis 3 ans. Ce pourrait être la percée dont ils ont besoin. Et mes parents ? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui leur arrive ? L'expression de Margaret s'est légèrement adoucie. Ça dépend de leur coopération. Le jeu, le vol, la fraude, ce sont des accusations graves. Mais s'ils témoignent contre Victor et Derek, fournissent ces enregistrements que papa a mentionnés, ils pourraient éviter la prison. Pourrait ? A gémi maman. Vous avez volé 850 000 $, lui a rappelé Margaret. Ce n'est pas une contravention de stationnement. Papa était resté silencieux, mais maintenant il a pris la parole. Les enregistrements, ce n'est pas seulement Victor. J'ai enregistré tout le monde. D'autres joueurs, des flics sur sa liste de paix, même des fonctionnaires de la ville qui venaient au parti. Les yeux de Thomas se sont illuminés. C'est de l'or. Ça pourrait faire tomber toute l'organisation. Ça pourrait aussi nous faire tuer, a souligné papa. Vous êtes déjà sur cette liste, a dit sans détour Margaret. Votre seule issue est de passer à travers. Grand-père, qui avait traité tout cela, a finalement parlé. Margaret, depuis combien de temps sais-tu pour le vol du fonds en fiducie ? Je le soupçonnais depuis 2 mois. Je l'ai confirmé la semaine dernière en accédant au relevé bancaire grâce à un mandat fédéral, a-t-elle admis. Je suis désolé, Walter.
Je voulais te le dire, mais je ne pouvais pas griller ma couverture. Et Claire, ai-je demandé, devenant soudain suspicieux de tout le monde. Es-tu une agente aussi? Claire a eu l'air sincèrement blessée. Non, je suis exactement qui j'ai dit que j'étais. Ta petite amie, qui se trouve être en fac de droit et qui regarde maintenant la vie de son petit ami se transformer en thriller criminel. Un thriller criminel où je suis là pas, ai-je dit amèrement. Le héros, a corrigé Margaret. Tu es la seule personne innocente dans ce pétrin. Ça fait de toi le héros. Une autre série de SMS est arrivée, cette fois sur plusieurs téléphones. Victor escaladait, envoyant des messages à maman, Emma, même à grand-père. Il panique, a observé Margaret. C'est bon. Les criminels paniqués font des erreurs. Les criminels paniqués tuent aussi des gens, a souligné papa. Margaret m'a pris à part pendant que les autres se disputaient sur les prochaines étapes. Annelle, je veux que tu comprennes quelque chose. Tes parents vont faire face à des conséquences quoi qu'il arrive. Mais la fin de cette histoire, si d'autres personnes sont blessées, si Emma reste en sécurité, cela dépend de ce qui se passera dans la prochaine heure. Alors, pas de pression, ai-je dit sarcastiquement. Je sais que ce n'est pas juste. Rien de tout ça ne l'est. Mais tu as une chance de transformer les crimes de tes parents en quelque chose de positif. De faire tomber une organisation criminelle majeure, de protéger d'autres familles de ce que la tienne a traversé. J'ai regardé Emma, jeune et terrifiée, son monde s'effondrant. Claire, stable et solidaire malgré son entraînement dans ce cauchemar. Grand-père, dont la générosité avait été pervertie en criminalité. Mes parents, qui avaient choisi la cupidité et la dépendance plutôt que leurs propres enfants. Je le ferai, ai-je dit. Mais j'ai des conditions. Nomme-les. Emma part immédiatement avec grand-père. Quelque part en sécurité. Quelque part où Victor ne peut pas la trouver. Fait. Claire reste ici avec une protection fédérale. D'accord. Et mes parents me disent tout. Plus de mensonges. Plus de secrets. Chaque crime, chaque dette, chaque personne impliquée. Margaret a hoché la tête. Nous aurons besoin de ça pour l'enquête de toute façon. Je suis retourné au groupe. Papa, donne-moi accès à ces enregistrements maintenant. Papa a sorti son téléphone, ses doigts tâtonnant avec le mot de passe. Le compte est sous un faux nom, Michael Stevens. Alors qu'il transférait l'accès à Margaret et Thomas, j'ai vu la liste des fichiers. Des centaines d'enregistrements sur 5 ans. Mon père avait documenté sa propre descente dans la criminalité, créant des preuves de la destruction de notre famille. Il y a autre chose, a dit doucement papa. Victor ne dirige pas seulement des jeux d'argent. L'entrepôt où il veut me rencontrer. C'est aussi là qu'il entrepose d'autres choses. Des drogues, des armes, des biens volés. Tu savais ça et tu t'es quand même impliqué avec lui, ai-je demandé, dégoûté. Je ne le savais pas au début. Au moment où je l'ai découvert, j'étais trop impliqué. Margaret tapait rapidement sur son téléphone. Ça change notre approche. Si cet entrepôt est ce que vous dites, nous avons besoin d'une équipe tactique complète. Elle m'a regardé. Êtes-vous sûr de ça? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Réponds, a ordonné Margaret, sur haut-parleur. Bonjour, Annelle. La voix de Victor était douce, contrôlée. J'entends que vous avez une discussion de famille assez animée. Votre tante Margaret est très intéressante, d'ailleurs. Saviez-vous qu'elle a déjeuné avec la femme de mon associé la semaine dernière? Margaret s'est raidie. Il savait qui elle était. Voici ce qui va se passer, a poursuivi Victor. Vous venez seul. Pas de micro, pas de renfort, pas d'agents fédéraux. Juste vous et la dette de votre famille. Si je vois quelqu'un d'autre, si je soupçonne même quelqu'un d'autre, l'école de votre sœur aura une fuite de gaz demain. La maison de votre grand-père aura un incendie électrique. Votre petit ami aura un accident tragique. Comprenez-vous? Je comprends, ai-je dit en serrant les dents. Bon garçon. 45 minutes. Ne sois pas en retard. La ligne est devenue silencieuse. Il m'a démasqué, a dit sombrement Margaret. Ça vient de devenir beaucoup plus compliqué. On annule tout, a dit immédiatement Claire. C'est trop dangereux. Si on annule, il mettra ses menaces à exécution,
ai-je souligné. Pas si on l'arrête avant, a suggéré Thomas. Sur quelle base? Des menaces téléphoniques qu'il prétendra n'avoir jamais faites. Margaret a secoué la tête. Il est trop malin pour ça. J'ai pris une décision que je savais changerait tout. J'y vais quand même, mais on fait ça à ma façon. Tout le monde a commencé à protester en même temps, mais j'ai levé la main. Victor pense qu'il a toutes les cartes, mais il ne connaît pas les enregistrements de papa. Il ne sait pas que je n'ai plus rien à perdre, et il ne sait pas que parfois, la meilleure façon d'attraper un prédateur est de le laisser penser qu'il en est un. Je me suis tourné vers Margaret. À quelle vitesse pouvez-vous authentifier ces enregistrements et les télécharger sur vos serveurs? 20 minutes, peut-être moins. Faites-le. Thomas, pouvez-vous faire venir la police d'État à l'école d'Emma et à la maison de grand-père sans que ce soit évident? Déjà en cours, a-t-il dit en composant. Claire, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait nous sauver la vie à tous. N'importe quoi, a-t-elle dit immédiatement. Ton père est un juge fédéral, n'est-ce pas? Peut-il émettre un mandat d'urgence? Les yeux de Claire se sont écarquillés alors qu'elle comprenait. Pour l'entrepôt. Si nous avons une cause probable, que les enregistrements de papa fournissent, a ajouté Margaret, comprenant. Nous pourrions avoir des équipes en place avant même votre arrivée. Mais Victor les verra, a protesté papa. Non, ai-je dit. Il ne les verra pas, car ils seront déjà à l'intérieur. La salle à manger privée est devenue une salle de guerre alors que j'exposais mon plan. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la victime des choix de mes parents. Je prenais le contrôle. Victor s'attend à ce que je vienne seul et désespéré, ai-je commencé, alors c'est ce qu'il verra. Un jeune diplômé qui vient d'apprendre qu'il a de l'argent de famille et qui essaie de sauver ses parents malgré tout ce qu'ils ont fait. Mais tu seras sur écoute, a insisté Margaret. Non, je ne le serai pas. Il vérifiera ça. Mais ce qu'il ne vérifiera pas, c'est ça. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une application que j'avais téléchargée il y a des mois pour enregistrer des conférences. Elle télécharge directement sur le cloud en temps réel. Complètement invisible. Juste un téléphone dans ma poche. Ce n'est pas admissible au tribunal, a souligné oncle Thomas. Ce n'est pas nécessaire. Les enregistrements de papa sont admissibles. Les miens ont juste besoin de vous donner des renseignements en temps réel et une cause probable pour intervenir. Claire était déjà au téléphone avec son père. Papa, j'ai besoin d'un mandat d'urgence. Oui, maintenant. J'expliquerai plus tard. Margaret coordonnait avec son équipe. J'ai besoin d'une surveillance de l'entrepôt 47, mais restez invisible. Les suspects pensent que la réunion est un tête-à-tête. Papa m'a pris à part, et pour la première fois de la nuit, j'ai vu un remords sincère dans ses yeux. Annelle, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais s'il te plaît, sois prudent. J'ai déjà détruit ton passé. Ne me laisse pas détruire ton avenir aussi. Tu n'as pas le droit de jouer au père inquiet maintenant, ai-je dit froidement. Tu as eu 4 ans pour être inquiet quand je me tuais au travail. Je sais. Je sais que je t'ai abandonné, mais ces enregistrements, il y a quelque chose que tu dois savoir. Victor n'est pas seulement un patron du jeu. Il est lié à des choses bien pires. Trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Il y a des enregistrements de lui discutant de meurtre. Mon sang s'est glacé. Et tu as continué à traiter avec lui. J'ai essayé de m'en sortir. C'est là que les menaces ont commencé. Quand il a découvert le fonds en fiducie par Derek, il l'a vu comme son ticket d'or. Derek, ai-je dit, me souvenant. Il est la clé de tout ça. Il joue sur les 2 tableaux, a entendu Margaret. Nous avons des agents qui le récupèrent maintenant. Il craquera sous la pression. Les banquiers craquent toujours. Emma est venue et m'a serré fort dans ses bras. S'il te plaît, n'y va pas. On peut trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, monsieur, mais je te promets, après ce soir, tu seras en sécurité. Grand-père s'occupera de toi. Grand-père a hoché la tête fermement. Emma est sous ma protection maintenant. J'ai déjà appelé mon équipe de sécurité. Elle sera à ma propriété d'ici 1 heure. Et le MIT, a demandé Emma. Pourrais-je toujours aller à l'université? C'est ma préoccupation maintenant, a dit grand-père. Ton éducation ne sera pas prise en otage par les crimes de tes parents. J'ai ressenti une douleur en voyant Emma obtenir la protection et le soutien que j'aurais dû avoir,
mais je l'ai mise de côté. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'arrêter un cycle de destruction. Margaret est revenue de ses appels téléphoniques. Nous avons un problème. Mon équipe de surveillance vient de signaler que Victor a au moins 15 hommes à l'entrepôt. Ce n'est pas juste une réunion. C'est une embuscade. Il n'a jamais eu l'intention de me laisser partir, ai-je dit, comprenant. Il prévoit de vous utiliser comme levier pour obtenir plus d'argent de Walter, a réalisé Thomas. Enlèvement, extorsion. Il mise tout. Alors nous devons être plus malins, ai-je dit. Papa, dans tes enregistrements, y a-t-il quelque chose sur des flics corrompus? Papa a hoché la tête, affichant des fichiers sur son téléphone. Détective Ray Morrison, sergent Paul Banks, lieutenant Michael Torres. Ils sont tous sur la liste de paix de Victor. Envoie ces fichiers à Margaret maintenant, ai-je ordonné. S'ils font partie de l'embuscade, nous devons les arrêter simultanément. L'expression de Margaret est devenue impressionnée. Tu penses comme un agent. Je pense comme quelqu'un qui a été sous-estimé toute sa vie, ai-je corrigé. Le père de Claire avait obtenu le mandat. Nous avons l'autorisation de fouiller l'entrepôt et d'arrêter toute personne à l'intérieur engagée dans une activité criminelle. Combien de temps jusqu'à ce que vos équipes soient en place, ai-je demandé à Margaret. 15 minutes pour les positions externes. Mais entrer sans être détecté, c'est plus difficile. Et s'ils étaient déjà à l'intérieur quand les hommes de Victor sont arrivés, ai-je suggéré. L'entrepôt est fermé depuis 5 heures, a dit papa. Les gens de Victor l'auront fouillé. Les bâtiments adjacents, ai-je demandé. Les yeux de Margaret se sont illuminés. L'entrepôt partage des murs avec 2 autres bâtiments. Si nous pouvions faire entrer des équipes dans cela. Faites-le, ai-je dit. Préparez-les à percer les murs si nécessaire. Oncle Thomas me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu aurais dû être procureur. Je voulais être ingénieur, ai-je dit amèrement. Avant que mes parents ne volent mes rêves. Maman pleurait doucement dans le coin, mais maintenant elle a pris la parole. Annelle, je sais que tu ne nous pardonneras jamais, mais s'il te plaît, laisse-nous aider d'une manière ou d'une autre. Vous voulez aider? Donnez tout à Margaret. Chaque crime que vous avez commis, chaque personne impliquée, chaque détail dont vous vous souvenez. Votre pleine coopération est la seule chose qui pourrait vous éviter la prison. Et la maison, a-t-elle demandé. La maison que vous avez mise en garantie avec une signature falsifiée. J'ai ri amèrement. Cette maison est perdue de toute façon. Mon téléphone a vibré. Victor à nouveau. 30 minutes, mon garçon. Ne me fais pas attendre. Il devient impatient, a observé Margaret. C'est bon. Les gens impatients font des erreurs. J'ai regardé autour de la pièce ma famille fracturée, ma petite amie solidaire, l'agent du FBI qui se cachait à la vue de tous. Quoi qu'il arrive ce soir, je veux que vous sachiez tous quelque chose. Je ne fais pas ça pour l'un d'entre vous. Je le fais pour tous les autres enfants dont les parents pourraient jouer leur avenir. Pour toutes les familles que Victor a détruites. Pour Emma, pour qu'elle ne grandisse pas sous cette ombre. Tu le fais parce que c'est la bonne chose à faire, a dit doucement Claire. Ça aussi, ai-je admis. Margaret m'a tendu une carte de visite. Il y a un mot de panique. Si tu dis orage dans n'importe quel contexte, nous intervenons immédiatement. Et s'il la trouve? Dis-lui que c'est la carte de ton avocat. Claire peut le vérifier. Je l'ai mise dans ma poche, puis je me suis tourné vers papa. Les enregistrements de Victor discutant de meurtre. Donne-moi les détails. Papa a affiché un fichier. Il y a 3 mois, il était ivre, se vantant d'avoir réglé un problème à Newark. Un bookmaker qui détournait. Il l'a décrit en détail. Envoie ce fichier à Margaret. Priorité 1, ai-je dit. Si on peut le lier à ce meurtre, il est fini. Alors que tout le monde se préparait à ce qui allait arriver, je me suis retrouvé à côté de grand-père. Il a posé sa main sur mon épaule, le poids de celle-ci réconfortant. Ton père avait raison sur un point, a-t-il dit doucement. J'ai fait en sorte que mes enfants rivalisent pour mon approbation. Je pensais que ça les rendrait forts. Au lieu de ça, ça a rendu Richard désespéré et imprudent. Ce n'est pas de ta faute, grand-père. Non, mais j'aurais pu faire mieux avec toi. Je ferai mieux. Quand ce sera fini,
nous nous assurons que tu auras l'éducation que tu mérites, la vie que tu as gagnée. Si je survis à ce soir. Tu survivras, a-t-il dit fermement. Tu es plus fort que ton père ne l'a jamais été. Tu l'as déjà prouvé en tenant tête à tout ça. 25 minutes avant la réunion. Les équipes de Margaret se mettaient en position. Claire coordonnait avec son père et le bureau du procureur fédéral. Thomas s'assurait que la police d'État était prête à protéger les propriétés d'Emma et de grand-père. Mes parents déversaient leurs crimes à des agents fédéraux, essayant d'acheter de la clémence avec des informations, et je me préparais à entrer dans un piège, espérant que mon plan le transformerait en la chute de Victor au lieu de la mienne. Il est temps, a annoncé Margaret. Annelle, es-tu prêt? J'ai pensé aux 4 années de lutte, aux 3 emplois, aux nuits blanches, aux rêves reportés. J'ai pensé à la peur d'Emma et à la déception de grand-père. J'ai pensé aux 850 000 $ qui avaient disparu en jetons de poker et en mauvais paris. J'ai été prêt toute ma vie, ai-je dit. Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. Alors que je me dirigeais vers la porte, Claire a attrapé mon bras. Reviens-moi, a-t-elle chuchoté. Je le ferai, ai-je promis. Et quand je le ferai, nous recommencerons à zéro. Plus de secrets, plus de mensonges, juste nous. Elle m'a embrassé, rapidement mais intensément. Va être un héros. Je suis sorti du restaurant dans l'air frais de la nuit. Quelque part dans l'obscurité, des agents fédéraux observaient. Quelque part de l'autre côté de la ville, Victor attendait avec son piège. Et quelque part dans le cloud, des centaines d'heures d'enregistrement étaient sur le point de faire tomber un empire du crime. Mes parents avaient volé mon passé. Mais ce soir, je reprenais mon avenir. Le quartier des entrepôts la nuit ressemblait à une scène de film policier, ce qui, je suppose, était logique puisque j'entrais dans un. Des lampadaires cassés créaient des zones d'ombre entre les bâtiments industriels, et le bruit lointain de la circulation pénétrait à peine le dédale de béton et d'acier. Mon téléphone indiquait 23h37. 23 minutes avant la date limite de Victor. J'ai garé ma Honda Civic déglinguée, celle que j'avais achetée avec les salaires de l'entrepôt parce que mes parents étaient trop occupés à dépenser mon fonds d'études pour m'aider à avoir un transport fiable. L'entrepôt 47 se dressait devant. Une structure massive qui semblait avaler la lumière. Je sentais des yeux sur moi. Que ce soit les hommes de Victor ou les agents de Margaret, je ne pouvais pas le dire. L'application d'enregistrement de mon téléphone fonctionnait, téléchargeant tout sur le cloud. Dans ma poche, la carte de visite de Margaret ressemblait à une bouée de sauvetage. Un mot, orage, et les agents fédéraux prendraient d'assaut le bâtiment. Mais j'avais besoin de plus que de la sécurité. J'avais besoin de justice. La porte principale était ouverte, une lumière jaune se déversant dans l'obscurité. Je suis entré, mes pas résonnant dans le vaste espace. L'entrepôt était rempli de conteneurs d'expédition, créant un labyrinthe de couloirs métalliques, parfait pour une embuscade, mais aussi parfait pour cacher des agents fédéraux. Annelle Mitchell. La voix de Victor Torino venait du fond de l'entrepôt. Le diplômé. Avance. Lentement, j'ai traversé le labyrinthe de conteneurs jusqu'à ce que j'atteigne une zone ouverte aménagée comme un bureau. Victor était assis derrière un bureau qui semblait absurdement déplacé dans le décor industriel. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la quarantaine, avec des vêtements chers et des yeux froids. 5 hommes se tenaient autour de lui, tous armés. Pas de micro, ai-je dit en levant les bras. Vérifiez si vous voulez. Un de ces hommes l'a fait, minutieusement et professionnellement. Ils n'ont pas trouvé l'enregistrement téléphonique parce qu'ils ne cherchaient pas ça. Tout le monde enregistre tout sur les téléphones de nos jours. Ce n'est que du bruit blanc. Assieds-toi, a ordonné Victor, montrant une chaise en face de son bureau. Ton père me doit 200 000. Ton grand-père a des millions. Tu vois mon dilemme? L'argent de mon grand-père n'est pas celui de mon père, ai-je dit. Ni le mien. Mais ce fonds d'études était à toi, n'est-ce pas? 850 000 $ partis. Pouf. Dans la dépendance au jeu de ton père. Comment sais-tu ça? Victor a souri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Derek à la banque. Un homme utile. Il me dit des choses comme le fait que le fonds est vide, mais que grand-père Walter vaut 30 millions. 30 millions qu'il ne te donnera jamais. Pas à moi, mais pour sauver son petit-fils. C'est différent. J'ai compris alors. Ce n'était pas à propos de la dette de 200 000 de papa.
C'était un enlèvement. Tu vas me prendre en otage pour une rançon. Un mot s'il est. Je préfère y penser comme une négociation de dette agressive. Mon grand-père ira au FBI. Avec la vie de son petit-fils en jeu? J'en doute. Victor s'est levé, contournant le bureau. De plus, le FBI ne peut pas faire grand-chose quand la moitié de leurs informateurs travaillent pour moi, comme l'agent Margaret Willis. Le sourire de Victor s'est élargi. Ah, oui, votre tante. Saviez-vous qu'elle a déjeuné avec la femme de mon comptable la semaine dernière, posant des questions sur les dons de charité? Très subtil. Dommage que la femme de mon comptable soit plus maligne qu'elle n'en a l'air. Alors, tu savais qu'elle était du FBI. Depuis 3 mois maintenant. Nous lui avons donné juste assez de vraies informations pour la maintenir intéressée, pas assez pour que ça compte. Mon sang s'est glacé. Margaret m'avait-elle conduit dans un piège, ou Victor bluffait-il? Mais parlons de toi, a poursuivi Victor. 22 ans, diplômé summa cum laude malgré 3 emplois. Majeur en informatique avec une mineure en comptabilité. Impressionnant. Tu as fait tes devoirs. J'ai une proposition. La dette de ton père. C'est insignifiant. Le vrai prix, ce sont tes compétences. Travaille pour moi et j'oublierai sa dette. Je ne suis pas un criminel. Ton père non plus ne l'était pas, jusqu'à ce qu'il le soit. Derek non plus, jusqu'à ce qu'il ait besoin d'argent. Tout le monde a un prix. Annelle, qu'est-ce qui te fait penser que le mien est 200 000? Pas 200 000. La liberté. La sécurité de ta famille. Ta sœur va dans une bonne école, campus très ouvert. Ta petite amie Claire, elle rentre seule à son appartement la plupart des nuits. Ton grand-père, malgré sa richesse, a des routines prévisibles. Les menaces étaient claires mais prudentes. Rien d'explicitement violent. Rien qui ne puisse être expliqué comme des observations. Tu menaces tous ceux qui me sont chers. J'explique la réalité. Votre famille est entrée dans mon monde quand votre père s'est assis à sa première partie. Il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis levé. La colère l'emportant sur la peur. Si, il y en a un. La dette de mon père est son problème. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien accepté. Assieds-toi, a dit doucement Victor. Et ces hommes ont légèrement changé de position. Ton père a offert la maison comme garantie. Le nom de ta mère est sur cet acte. Le truc drôle avec les signatures falsifiées, c'est qu'elles deviennent réelles quand l'alternative est que ton mari aille en prison. Elle témoignera qu'elle n'a pas signé. Le fera-t-elle? Quand cela signifie que ton père ira en prison pour fraude en plus de tout le reste? Quand cela signifie qu'elle perdra la maison de toute façon et ira en prison en tant que complice? Il avait tout prévu, chaque angle couvert. Ou du moins le pensait-il. Que veux-tu exactement de moi? Ai-je demandé. Tes compétences. Je dirige des jeux, mais le vrai argent est à l'ère numérique. Le jeu en ligne, la crypto-monnaie, les transactions intraçables. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les ordinateurs et l'argent. Tu veux que je blanchisse de l'argent? Je veux que tu modernises mes opérations. En échange, la dette de ta famille disparaît et tout le monde reste en sécurité. Et si je refuse? Victor a sorti son téléphone, me montrant des images de caméras de sécurité. C'était Emma quittant son école cet après-midi-là. Les accidents arrivent. Fuite de gaz, accident de voiture, violence aléatoire. Le monde est dangereux. C'est là que j'ai décidé de pousser les choses. Tu sais ce qui est drôle? Mon père a tout enregistré. L'expression de Victor n'a pas changé, mais ces hommes se sont tendus. Excuse-moi. 5 ans d'enregistrement. Chaque partie, chaque conversation, chaque menace. Il se constituait une assurance au cas où tu te retournerais un jour contre lui. Tu bluffes. J'ai sorti mon téléphone, en m'assurant de le garder visible et non menaçant. Puis-je? Victor a hoché la tête, et j'ai joué un enregistrement que papa m'avait envoyé. La voix de Victor a rempli l'entrepôt, discutant du meurtre à Newark, décrivant en détail comment il s'était occupé du bookmaker qui avait détourné de l'argent. Maintenant, l'expression de Victor a changé. Où sont les autres? En lieu sûr. Voici ma contre-proposition. Tu oublies que ma famille existe, et ces enregistrements restent enterrés.
Ou je pourrais juste te faire du mal jusqu'à ce que tu me dises où ils sont. Tu pourrais, mais je les ai déjà envoyés à quelqu'un avec des instructions de les diffuser si je ne me manifeste pas avant minuit. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. C'est dans 18 minutes. C'était une vérité partielle. Margaret avait les enregistrements, mais Victor ne le savait pas. Tu n'es pas si malin que ça, petit étudiant. Non. Comment penses-tu que j'ai survécu 4 ans à travailler 3 emplois tout en maintenant une moyenne parfaite? Je planifie à l'avance. Victor s'est levé, faisant les 100 pas maintenant. Ces enregistrements pourraient nuire à beaucoup de gens, pas seulement à moi. Des flics, des politiciens, des hommes d'affaires. Des gens importants qui n'apprécieront pas l'exposition. Alors tu ferais mieux de t'assurer que rien ne m'arrive, ni à ma famille. C'est alors qu'un des hommes de Victor a interrompu. Patron, on a du mouvement à l'extérieur, plusieurs véhicules. Les yeux de Victor se sont plissés sur moi. Tu as amené des amis? Je suis venu seul. Exactement comme tu l'as demandé. Il m'a attrapé par le col. Si c'est un piège. Ce n'en est pas un, ai-je dit, puis j'ai ajouté. Du moins, pas le mien. C'est là que les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, j'ai entendu la voix de Margaret à travers un mégaphone. FBI, c'est une descente. Personne ne bouge. Les lumières sont revenues, l'alimentation de secours se mettant en marche. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu d'agents fédéraux qui envahissaient, les hommes de Victor prenaient des positions défensives. Ils étaient prêts pour ça. Tu pensais vraiment que je ne savais pas, Harry Victor. Votre tante est sous surveillance depuis des semaines. Nous savions que ça allait arriver. Mais alors papa est entré, non pas seul, mais avec Derek de la banque et 3 hommes que je ne reconnaissais pas. Mon père, le joueur dépendant qui a détruit mon avenir, est entré au milieu de l'affrontement. Bonjour, Victor, a dit calmement papa. Nous devons parler. Victor a eu l'air sincèrement surpris. Richard, que fais-tu ici? Je répare mes erreurs, a répondu papa. Derek, dis-lui. Derek, l'air terrifié, a pris la parole. Les enregistrements ne sont pas la seule chose. Richard travaille avec la police d'État depuis 2 mois. Les parties à la quincaillerie, elles ont toutes été enregistrées par les forces de l'ordre. Tu mens, a dit Victor. Chaque joueur, chaque pari, chaque menace, a poursuivi papa. J'ai passé un accord. Coopération totale en échange d'immunité. J'ai regardé mon père avec choc. Il avait été un informateur. Tu m'as piégé, a demandé Victor, sa voix dangereuse. Tu as menacé ma famille, a répondu papa. Mon fils a travaillé 3 emplois à cause de mes erreurs. Ma fille vit dans la peur à cause de mes dettes. Ma femme pleure jusqu'à s'endormir à cause de mes échecs. Alors, oui, je t'ai piégé. Victor a sorti une arme, la pointant sur papa. Tu es mort. C'est alors qu'Emma est apparue. Ma sœur de 16 ans est sortie de derrière un conteneur, tenant la main de grand-père. Et derrière eux, la vraie surprise. Le juge Harrison, le père de Claire, flanqué de marshals fédéraux. M. Torino, a annoncé le juge Harrison, j'ai des mandats d'arrêt contre vous pour racket, extorsion, conspiration en vue de commettre un meurtre, et 37 autres crimes fédéraux. Vous ne pouvez pas être ici, a dit Victor. C'est illégal. En fait, a répondu le juge, cet entrepôt est maintenant une propriété fédérale, saisie dans le cadre d'une confiscation de biens basée sur des preuves d'entreprise criminelle. Vous êtes techniquement en train de commettre une violation de propriété. Victor a regardé autour de lui, calculant. Ces hommes étaient en infériorité numérique, mais pas en armes. Cela pourrait encore très mal tourner. C'est là que grand-père a joué sa carte. Victor, tu devrais savoir que je suis propriétaire de la société qui détient l'hypothèque de la maison de retraite de ta mère, celle où elle reçoit d'excellents soins pour sa démence. Victor s'est raidi. Tu n'oserais pas. Je suis un homme d'affaires, a dit froidement grand-père. Je protège mes investissements. Mon petit-fils est mon investissement le plus précieux. Rends-toi maintenant et ta mère continuera de recevoir les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Provoque une fusillade où ma famille pourrait être blessée. Et elle est à la rue dès le matin. C'était impitoyable. Le genre de coup qui avait fait la fortune de grand-père. Et ça a marché.
Victor a baissé son arme. Tu gagnes cette manche. Non, ai-je dit en m'avançant. Nous voulons tout. Ton organisation est finie. Tes flics corrompus sont en train d'être arrêtés au moment où nous parlons. Derek a déjà accepté de témoigner sur la fraude bancaire. Et ces enregistrements, ce ne sont pas seulement des preuves, ce sont tes aveux. Alors que les agents fédéraux se déplaçaient pour arrêter Victor et ses hommes, mon père s'est approché de moi. Annelle, je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit sincèrement. Rien pour toi. Tu es juste quelqu'un qui m'a volé. Mais tu as fait une chose de bien ce soir. J'essaie de réparer ça depuis des mois, a-t-il dit doucement. Le FBI m'a approché après que j'ai fait les enregistrements. Ils m'ont offert un accord. Je l'ai accepté pour te protéger, toi et Emma. Ne fais pas semblant que c'était noble. Tu te sauvais toi-même. Peut-être. Mais j'essayais aussi d'être le père que j'aurais dû être il y a 4 ans. Margaret est apparue. Plus la tante de la haute société, mais l'agente fédérale. Annelle, tu as fait un excellent travail. L'enregistrement que tu as fait ce soir s'ajoute à notre dossier. Tu savais que papa était un informateur. Depuis 6 semaines. Nous avions besoin que Victor fasse son mouvement. Ton dîner de remise de diplôme était le catalyseur parfait. Alors tout le monde jouait tout le monde, ai-je dit, soudain épuisé. Bienvenue dans le monde réel, a-t-elle dit, non sans gentillesse. Mais tu l'as navigué comme un pro. Tu as déjà envisagé une carrière dans les forces de l'ordre? Je veux juste finir mes vraies études, ai-je répondu. Emma a couru et m'a serré dans ses bras. Tu as été incroyable. Comme dans un film. Ce n'est pas encore fini, ai-je prévenu. Il y a encore les procès, les témoignages. Mais nous sommes en sécurité, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de l'entrepôt maintenant grouillant d'agents fédéraux. Victor me notait, papa parlant au procureur. Grand-père arrangeant quelque chose sur son téléphone. Ouais. Nous sommes en sécurité. 3 mois plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral du centre-ville de Philadelphie, regardant Victor Torino être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtre à Newark, combiné au racket, à l'extorsion et à des dizaines d'autres accusations, avait scellé son sort. Toute son organisation s'était effondrée comme un château de cartes, entraînant dans sa chute des flics corrompus, des politiciens véreux et des hommes d'affaires véreux dans 3 États. Papa était assis 2 rangées derrière moi. Il avait conservé son accord d'immunité en témoignant dans 15 procès distincts. Ces 5 années d'enregistrement fournissant les preuves nécessaires pour condamner presque toutes les personnes impliquées dans le réseau de Victor. Il avait l'air plus âgé, grisonnant sous le poids de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu. Nous n'avions pas parlé depuis la nuit à l'entrepôt, et je n'étais pas prêt à changer ça. Maman avait plaidé coupable à des accusations moindres de fraude et de conspiration, recevant 5 ans de probation et 1500 heures de travaux d'intérêt général. Elle avait emménagé avec sa sœur dans l'Ohio, incapable d'affronter la honte de rester à Philadelphie, où tout le monde savait ce qu'ils avaient fait. La maison avait disparu, vendue pour rembourser partiellement le fonds en fiducie, bien que cela n'ait à peine fait une brèche dans ce qu'ils avaient volé. Derek, le directeur de banque corrompu, a écopé de 7 ans de prison fédérale et ne travaillerait plus jamais dans la finance. Son témoignage sur la façon dont mes parents l'avaient approché, désespéré et prêt à payer, avait été particulièrement préjudiciable à leur réputation. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de la justice enfin rendue. Après la condamnation, je suis sorti du palais de justice sous un soleil de septembre éclatant. Claire m'attendait sur les marches, venant de passer son examen du barreau la semaine précédente. Elle avait été mon roc à travers tout, assistant à chaque procès, m'aidant à comprendre les procédures judiciaires et me rappelant que toutes les familles ne vous trahissent pas, car elle devenait ma famille choisie. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé en me prenant la main. « Libre » ai-je dit simplement. Pour la première fois de ma vie, vraiment libre. La voiture de ville de grand-père s'est arrêtée et nous sommes montés à bord. Il avait insisté pour nous emmener déjeuner pour célébrer la fin des procès. En traversant la ville, j'ai pensé à tout ce qui avait changé. Grand-père avait créé un nouveau fonds en fiducie pour moi. Celui-ci avec de multiples exigences de surveillance et des mesures de transparence qui rendraient le vol impossible. Il avait remboursé mes prêts étudiants et financé mon retour à l'école pour ma maîtrise en informatique avec une spécialisation en système de sécurité financière.
J'étais devenu obsédé par la création de technologies qui pourraient empêcher ce qui m'était arrivé d'arriver à d'autres. Emma s'épanouissait dans un pensionnat du Connecticut. Loin de l'ombre des crimes de nos parents, grand-père avait pris la relève en tant que son tuteur légal, et elle m'appelait en vidéo tous les dimanches pour me parler de ses cours, de ses amis, de sa vie d'adolescente normale qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle guérissait, lentement mais sûrement. Au restaurant, grand-père a levé son verre de vin. Aux secondes chances et à la justice durement gagnée. À la famille que nous choisissons, ai-je ajouté en regardant Claire. À l'avenir, a contribué Claire. Nous avons trinqué et grand-père a posé le sien avec une expression professionnelle. Maintenant, Annelle, nous devons discuter de ton idée d'organisation à but non lucratif. Au cours des 3 derniers mois, j'avais élaboré un plan pour une fondation qui aiderait les familles touchées par la dépendance aux jeux, en particulier les enfants dont l'éducation, les fonds ou l'avenir avaient été compromis par la dépendance de leurs parents. Je voulais l'appeler la Fondation Seconde Chance. J'ai examiné ta proposition, a poursuivi grand-père. C'est ambitieux, mais nécessaire. Je suis prêt à fournir le financement initial, 5 millions pour commencer. Grand-père, c'est trop. Ce n'est pas assez, a-t-il rétorqué. Sais-tu combien de familles sont détruites par la dépendance aux jeux chaque année? Combien d'enfants perdent leur fonds d'études, leur maison, leur avenir? Tu n'es pas le seul, Annelle. Tu es juste l'un des rares à s'être battu et à avoir gagné. Il avait raison. Pendant les procès, j'avais rencontré des dizaines de victimes de Victor, des familles détruites par les dettes de jeu, des enfants dont l'avenir avait été hypothéqué pour la dépendance de leurs parents. Mon histoire avait fait la une des journaux. Et j'avais reçu des centaines de mails d'enfants dans des situations similaires, désespérés d'obtenir de l'aide. Je veux embaucher papa, ai-je dit soudainement, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Claire a failli s'étouffer avec son eau. Quoi? Écoutez-moi, ai-je continué. Il connaît le monde du jeu sur le bout des doigts. Il sait comment pensent les dépendants, comment ils rationalisent, comment ils cachent leurs problèmes. Qui de mieux pour aider à identifier les familles à risque? Qui de mieux pour conseiller les dépendants sur le coût réel de leur choix? Grand-père m'a étudié attentivement. Tu envisages de lui pardonner? Non, ai-je dit fermement. J'envisage de l'utiliser. Il a une dette que l'argent ne peut pas rembourser. C'est ainsi qu'il la paiera. Chaque famille qu'il aide. Chaque enfant dont il sauve l'éducation, c'est un paiement partiel de ce qu'il m'a volé. Et ta mère, a demandé doucement Claire. Elle a fait ses choix. Elle aurait pu l'arrêter, aurait pu me le dire. Aurait pu faire 1000 choses différemment. Elle a choisi de l'encourager et de profiter du vol. C'est son problème. Après le déjeuner, j'avais un dernier arrêt à faire. Le centre de détention fédéral où une personne attendait encore sa condamnation. Tante Margaret, ou plutôt l'agent Margaret Willis, était assise en face de moi dans la salle des visites. Elle avait été mise en congé administratif en attendant une enquête pour savoir si elle avait violé les procédures en ne signalant pas immédiatement le vol du fonds en fiducie lorsqu'elle l'a découvert. Tu as l'air bien, a-t-elle dit. La guérison te va bien. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. La question qui me hantait depuis des mois. M'aurais-tu cru? Tes parents te mentaient depuis 4 ans. Si je t'avais approché en prétendant être du FBI, en prétendant que tes parents étaient des criminels. Que aurais-tu fait? Elle avait raison. J'aurais pensé que c'était insensé. De plus, a-t-elle poursuivi, nous avions besoin que Victor fasse son mouvement. Ta remise de diplôme était le catalyseur. Tout devait se passer naturellement pour que l'affaire tienne. Tu as utilisé ma douleur comme appât. J'ai utilisé ta force comme une arme, a-t-elle corrigé. Annelle, tu as fait quelque chose que la plupart des gens ne pourraient pas. Tu as tenu tête à tes parents, à un mafieux, à toute une organisation criminelle. Tu l'as fait avec intelligence, courage et intégrité. Ce n'est pas être un appât. C'est être un héros. Je ne me sens pas comme un héros. Les héros le font rarement. Mais pense-y. Grâce à tes actions, l'organisation de Victor est détruite. Des dizaines de fonctionnaires corrompus sont en prison. Des centaines de familles sont libérées de son extorsion. Et ta fondation en aidera des milliers d'autres. C'est un héritage qui vaut la peine d'être laissé. En quittant le centre de détention, mon téléphone a sonné. C'était Emma. Annelle, devine quoi? J'ai le rôle principal dans la pièce de l'école.
Peux-tu venir la voir? Je ne la manquerai pour rien au monde, ai-je promis. Est-ce que Claire vient aussi? Si elle peut prendre du temps sur son nouveau travail. Claire venait de commencer au bureau du procureur de district, inspirée par les procès à poursuivre les crimes financiers. Et maman et papa, a demandé Emma, sa voix plus petite. Papa est en traitement. Aime en cure de désintoxication pour la dépendance au jeu. Maman est dans l'Ohio. Ils ne peuvent pas venir. Je sais. Je souhaite juste parfois que les choses soient différentes. Moi aussi, ai-je admis. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que construire un avenir meilleur. Ce soir-là, Claire et moi étions assises dans mon nouvel appartement, celui que j'avais acheté avec l'argent légitime de mon fonds en fiducie restauré. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Gagné honnêtement. Nous examinions les candidatures pour la première série de bourses de la Fondation Seconde Chance. Celle-ci, a dit Claire, me montrant une lettre d'une jeune de 17 ans dont le père avait joué ses économies pour l'université. Elle a des notes parfaites mais aucun moyen de payer ses études. Approuvé, ai-je dit immédiatement. Bourse complète plus frais de subsistance. Nous avions déjà approuvé 15 candidatures similaires. Des enfants dont l'avenir avait été volé par la dépendance de leurs parents, qui ont eu une seconde chance grâce à quelqu'un qui comprenait leur douleur. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, puis j'ai vu la première ligne. C'est ton père. Je ne lui avais pas donné mon nouveau numéro, mais il l'avait obtenu d'une manière ou d'une autre. Le message continuait. J'ai 90 jours de sobriété aujourd'hui. Je sais que ça ne t'importe pas, mais je voulais que tu saches que j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite d'être à nouveau ton père, même si je n'en ai jamais l'occasion. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé. Peut-être qu'un jour je serai prêt à entendre ses excuses, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agissait de construire quelque chose de nouveau, pas de se réconcilier avec le passé. Claire a remarqué mon expression. Ton père? Ouais. Ça va? Ça ira, ai-je dit, et je le pensais. Le lendemain matin, je me tenais devant une salle pleine de lycéens du nord de Philadelphie. Des jeunes du même genre de quartier ouvrier où j'avais grandi. Ils m'avaient invité à parler après avoir entendu mon histoire aux informations. Mes parents m'ont volé 850 000 $, ai-je commencé, et la pièce est devenue instantanément silencieuse. Ils l'ont joué au jeu pendant que je travaillais 3 emplois pour payer mes études. Et le pire, c'est qu'ils m'ont vu lutter tous les jours et n'ont rien dit. Je leur ai raconté toute l'histoire, la trahison, la révélation, l'opération d'infiltration, les procès. Mais plus important encore, je leur ai parlé de s'élever au-dessus de tout ça, de refuser de laisser les choix de quelqu'un d'autre définir leur avenir. Certains d'entre vous sont peut-être confrontés à des situations similaires, ai-je dit. Des parents dépendants, des familles qui gardent des secrets, des avenirs hypothéqués pour des erreurs présentes. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas de votre faute et que ce n'est pas votre responsabilité de les réparer. Mais c'est votre responsabilité de vous battre pour votre propre avenir. Après le discours, une fille s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Ma mère a pris de l'argent de mon compte d'études. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai donné ma carte, celle de la Fondation Seconde Chance. Appelez-nous. Nous vous aiderons. En rentrant chez moi, j'ai pensé au parcours depuis ce dîner de remise de diplôme jusqu'à maintenant. La douleur n'avait pas disparu, ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais elle s'était transformée en un but. Chaque enfant que nous aidions, chaque famille que nous sauvions du cycle de la dépendance et du vol, c'était ma vengeance contre le chaos que mes parents avaient créé. 6 mois après la fin des procès, la Fondation Seconde Chance avait aidé 200 familles, fourni 50 bourses complètes et financé des conseils pour plus de 300 joueurs dépendants et leurs enfants. Nous nous étions associés à des écoles pour identifier les enfants à risque, à des banques pour signaler les activités suspectes des fonds en fiducie, et aux forces de l'ordre pour poursuivre les crimes financiers contre les mineurs. Claire et moi nous sommes fiancés à l'occasion du premier anniversaire de ma remise de diplôme, dans le même restaurant où tout s'était effondré. Il semblait approprié de se réapproprier cet espace avec quelque chose de beau. Grand-père m'a conduit à l'hôtel puisque mon père avait perdu ce privilège, et Emma était la demoiselle d'honneur de Claire. Pendant la réception, oncle Thomas, maintenant procureur fédéral après son succès dans l'affaire Victor, m'a pris à part. Le FBI veut vous offrir un emploi. Division des crimes financiers.
Votre travail pour identifier les schémas dans l'organisation de Victor était brillant. Merci, mais non, ai-je dit. J'ai ma propre mission. Papa a envoyé une carte. Pas d'adresse de retour, juste un simple message. Je suis fier de ce que tu es devenu malgré moi. J'ai gardé la carte, la première chose de lui que je n'avais pas immédiatement jetée. Maman n'a pas du tout pris contact. J'ai entendu par la famille qu'elle s'était remariée. Un homme d'affaires dans l'Ohio qui ne connaissait pas son passé. Elle faisait comme si ça n'était jamais arrivé. Comme si elle n'avait jamais eu de fils dont elle avait aidé à voler l'avenir. C'était bien. Elle était une étrangère pour moi maintenant. La fondation Seconde Chance a grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Des milliardaires de la tech qui avaient grandi avec des parents dépendants ont fait des dons de millions. Le Congrès m'a invité à témoigner sur les crimes financiers contre les mineurs. Et 3 États ont adopté la loi d'Hanel, exigeant plusieurs signatures et une surveillance pour les fiducies d'éducation. Mais la vraie victoire est venue dans de petits moments. Emma, obtenant son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, se dirigeant vers le MIT avec une bourse complète de grand-père. Claire poursuivant avec succès un parent qui avait volé l'identité de son enfant pour des dettes de jeu. Un enfant de la fondation m'envoyant sa lettre d'acceptation à l'université avec « Merci d'avoir cru en mon avenir quand mes parents ne l'ont pas fait », écrit dessus. Un jour, 5 ans après ce dîner de remise de diplôme, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, la prison fédérale où papa purgeait sa peine. Non pas pour les crimes contre moi. Il avait obtenu l'immunité pour cela, mais pour évasion fiscale liée à l'opération de jeu illégale. 3 ans de sécurité minimale. Votre père vous a demandé pour sa liste de visiteurs approuvés, a dit l'administrateur. Vous n'êtes nullement obligé d'accepter. J'y ai réfléchi pendant une semaine, en discutant avec Claire, avec Emma, avec mon thérapeute. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Non pas pour lui, mais pour moi. Il avait l'air plus âgé, plus grisonnant, plus petit d'une manière ou d'une autre dans son uniforme de prisonnier. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une table en métal, observés par des gardes qui connaissaient probablement toute notre histoire. Merci d'être venu, a-t-il commencé. Je ne suis pas là pour toi, ai-je dit clairement. Je suis là pour moi, pour dire ce que j'ai à dire. Il a hoché la tête, attendant. Tu as volé plus que de l'argent, ai-je commencé. Tu as volé ma confiance en la famille, ma conviction que les parents protègent leurs enfants, ma capacité à accepter de l'aide sans méfiance. Tu m'as vu souffrir et tu as choisi ta dépendance plutôt que mon bien-être chaque jour pendant 4 ans. Je sais. Mais tu m'as aussi donné quelque chose par inadvertance. Tu m'as donné une force que je ne savais pas que j'avais. Un but que je n'aurais pas trouvé. La capacité d'aider des milliers d'enfants à éviter ce que j'ai traversé. Donc je ne te pardonne pas. Mais je te remercie de m'avoir fait devenir qui je suis. Je suis le travail de la fondation, a-t-il dit doucement. Chaque enfant que tu aides est un rappel de ce que je t'ai pris. Bien. Vis avec ça. Fais en sorte que ça te pousse à être meilleur. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Emma demande parfois de tes nouvelles. Quand tu sortiras, si tu restes sobre, peut-être que nous pourrons discuter de visites supervisées avec elle. Peut-être. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Je le mériterai. On verra. En sortant de la prison sous un soleil éclatant, j'ai senti les dernières chaînes de mon passé tomber. L'histoire qui avait commencé par la trahison et le vol était devenue une histoire de triomphe et de but. 850 000 $ m'avaient été volés, mais ce que j'avais construit en réponse valait infiniment plus. La fondation Seconde Chance opère maintenant dans les 50 États. Nous avons aidé plus de 10 000 familles, fourni des millions en bourses d'études et financé des conseils pour des milliers de joueurs dépendants et leurs enfants. Nous nous sommes associés à des écoles pour identifier les enfants à risque, à des banques pour signaler les activités suspectes des fonds en fiducie, et aux forces de l'ordre pour poursuivre les crimes financiers contre les mineurs. Chaque année, à l'anniversaire de ma remise de diplôme, nous organisons un gala pour collecter des fonds pour les enfants dont les parents ont choisi la dépendance plutôt que leur avenir. Et chaque année, je raconte à nouveau mon histoire. Non pas comme une victime, mais comme un survivant. Non pas comme quelqu'un qui a tout perdu, mais comme quelqu'un qui a trouvé son but dans les ruines de la trahison. Parce que c'est la vengeance ultime contre ceux qui essaient de voler votre avenir. Vous en construisez un meilleur de toute façon. Et ensuite, vous aidez les autres à faire de même.
Que feriez-vous si vous découvriez que vos parents ont volé tout votre avenir? Chercheriez-vous la vengeance, la justice ou la rédemption? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne pour des histoires vraies plus puissantes, et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la trahison n'a pas à définir votre destin. Merci d'avoir écouté mon parcours de la trahison au triomphe. N'oubliez pas que votre passé peut vous façonner, mais il n'a pas à vous limiter. Parfois, les plus grands cadeaux sont déguisés en blessures les plus profondes. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous battre pour votre avenir, peu importe qui essaie de vous le voler.